Cari ticinesi, buon pomeriggio a tutti. Vi diamo il benvenuto a questa conferenza stampa in diretta streaming che il Consiglio di Stato ha convocato per riferire sull'incontro di oggi pomeriggio fra il Governo e una delegazione della Direzione Generale delle Ferrovie Federali Svizzere. Vi ringrazio per esservi collegati e saluto il Consigliere di Stato Claudio Zali, il CEO delle Ferrovie Federali Svizzere Vincent Ducrot, la direttrice FFS Regione Sud Roberta Cattaneo. Al termine degli interventi risponderemo alle domande dei giornalisti presenti in sala e anche a quelle che ci sono state trasmesse tramite posta elettronica e che potranno, come al solito, essere trasmesse anche durante la diretta. Vi ringrazio per esservi collegati e passo ora la parola al Consigliere di Stato Claudio Zali. Deve schiacciare. No. Bene, buongiorno a tutti, anche da parte mia non sono pratico di questa nuova modalità di conferenza stampa. Allora, si è trattato di un incontro, era l'incontro ordinario che il Consiglio di Stato ha con i vertici delle Ferrovie Federali, solitamente ricorderete lo si teneva in occasione del Festival di Locarno. È stato oggi un incontro più che altro veramente incentrato sulla conoscenza del nuovo CEO, ed è con grande piacere quindi che il Consiglio di Stato l'ha incontrato. Per il resto è stato fatto il punto sullo stato d'avanzamento dei principali dossier che abbiamo con le ferrovie, che non sono pochi evidentemente. Lo sguardo quindi va alla prossima apertura della galleria di base del Monteceneri, ma anche all'iter dei lavori per un nuovo stabilimento industriale a Castione, e poi vi era anche, entreremo in dettaglio più avanti, una questione contingente legata a delle preoccupazioni che si sono levate dal Mendrisiotto e condivise dal Consiglio di Stato al riguardo dell'offerta di convogli ferroviari a lunga percorrenza in Ticino a partire dal 2021. Questo quanto. L'incontro è stato, devo dire, sicuramente piacevole e soddisfacente, però credo di poter dare subito la parola al nuovo CEO di FFS, che sicuramente sarete curiosi di conoscere. Bonjour à tous. Je m'exprime très mal en italien, donc je le comprends. Je vous dirai quelques mots en français. D'abord, la joie d'être ici à Bellinzone. On a eu un bon échange avec le Conseil d'État. C'est quelque chose de très important pour nous d'avoir des rencontres régulières avec les autorités politiques. On a une collaboration très étroite ici au Tessin. On va avoir beaucoup de développement dans les prochaines années. Le premier développement est la mise en service du tunnel du Tieneri, qui va avoir lieu tout bientôt, puisque le transfert de la propriété, donc l'inauguration formelle du tunnel, aura lieu la semaine prochaine, et puis nous aurons sa mise en service au mois de décembre. Et ça, c'est le premier pas. On va avoir un saut d'offres déjà très important au Tessin au mois de décembre. Et puis, nous aurons un pas supplémentaire qui aura lieu au mois d'avril. On n'est pas arrivé à faire l'entier des chantiers pour cause de Covid. Ce n'est pas une question ni de travaux publics, ni d'infrastructures de génie civil. C'est une question de mise en service d'installations de sécurité. Il faut savoir que le nombre de gens qui sont capables de travailler sur ces installations est réduit. Et comme on a eu pendant quelques semaines une fermeture des chantiers, on a pris du retard. Donc on a dû aller en séquence et en priorité, on a mis d'abord en service le tunnel, et puis on va compléter avec les objets qui nous permettront de mettre en place Métro Ticino au mois d'avril. Ça, ce sera une prochaine étape relativement importante. Il y a une étape suivante qui va venir, ce sera une étape qui aura lieu à fin 2022, qui sera une étape clé. Pourquoi ? C'est le moment où le tunnel du Gothard sera terminé. C'est un peu paradoxal parce qu'il est en service, mais on a encore beaucoup de travaux et on a encore une limite de capacité très importante dans le tunnel du Gothard qui nous oblige à avoir cette étape ici. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir l'entier de la capacité nécessaire et une certaine flexibilité en termes d'infrastructure. Donc on va
maintenant, avec le canton, le pas de la fin de l'année est clair, le pas du mois de décembre donc est fixé, le pas du mois d'avril est fixé, et puis on va examiner toutes ces questions ouvertes avec la desserte de Mendrisio et de Casso. On va les examiner dans un groupe de travail commun qui commence son travail maintenant et qui va examiner quelles sont les possibilités que l'on aura à moyen terme. Il faut voir qu'il y a toujours deux situations qu'il faut bien examiner, c'est le matériel roulant et les infrastructures qui sont nécessaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très fiers de ces pas en matière d'offres et c'est ce sur le quoi nous avons discuté. Nous avons aussi passablement échangé sur le futur des ateliers. Le projet avance bien, il est bien calé. Nous avons quitté maintenant les phases d'avant-projet pour aller en phase de projet, ce qui devrait nous permettre une mise à l'enquête quelque part en début 2022 et une réalisation comme elle était prévue en 2026 sous réserve d'éventuelles oppositions que nous ne maîtrisons bien sûr pas. Mais là, on avance relativement bien. On a une vision très claire sur la partie service, on a une vision très claire sur la partie entretien lourd qu'il y aura dans l'atelier. Et puis, on a encore en interne ce qu'on appelle une variable d'ajustement, c'est les composants, c'est ce qui nous permet d'équilibrer dans les ateliers les charges de travail sur lesquelles nous sommes encore en train de travailler au niveau national. Et là, on aura aussi des réponses en fin d'année. Voilà, ça c'est les éléments sur lesquels on a échangé. Et puis on a un troisième volet de travail avec le canton du Tessin, c'est le développement à moyen et plus long terme. C'est assurer le bon fonctionnement du système. Donc c'est les aspects urbanistiques, c'est les aspects accès à la mobilité combinée, etc. Donc ça c'est des éléments sur lesquels on a aussi ce qu'on appelle une perspective sur laquelle on travaille et qui doit donner ses fruits d'ici l'année prochaine. Voilà, donc une très bonne collaboration, un échange excellent avec Claudio et les autres membres du Conseil d'État. On travaille en bonne intelligence et je suis connu pour être quelqu'un qui met les choses sur la table, qui les discute, qui cherche des solutions et c'est ce à quoi on va s'atteler ensemble et on est convaincu qu'on aura les bonnes réponses avec le Conseil d'État. Je leur remercie, le Conseil d'État incorporé, de nous avoir reçus. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter avec les autorités au complet. C'est toujours un grand moment et c'est toujours comme ça qu'on avance le plus efficacement. Voilà, merci. Grazie ai nostri relatori. È il momento delle domande per i nostri giornalisti. Naturalmente è a disposizione anche la direttrice di FFS Regione Sud, Roberta Cattaneo. Vi ascoltiamo. Chi ha una domanda? Bianchi Treticino, una domanda per qualunque ospite. No, sapere un po' a proposito di collegamenti ferroviari come è andata la questione legata alle lamentele arrivate dal Mendrisiotto nello specifico. Sì, se posso. Il SIO prima ha abbozzato la risposta tecnica. Allora, quello che è importante sapere e il messaggio che deve passare è che nella situazione che si viene a creare per il 2021 non vi è alcuna volontà delle ferrovie di sminuire il ruolo del Mendrisiotto o di penalizzarlo in alcuna forma. Si tratta invece e purtroppo di problemi tecnici per i quali riceveremo presto innanzitutto una risposta esaustiva perché abbiamo uno scritto in sospeso come Consiglio di Stato da 6 agosto, una risposta tecnica e articolata che ora non può essere qui riassunta. L'altro messaggio importante è che viene avviato un tavolo di lavoro per cercare di minimizzare, un tavolo di lavoro che inizia a riunirsi ancora questo mese, congiunto evidentemente con il Cantone, per cercare di minimizzare gli effetti negativi di questa situazione e di trovare delle soluzioni già a breve termine, laddove però i condizionamenti, abbiamo sentito, sono legati alla lunghezza dei convogli, quindi alla struttura delle stazioni che li devono accogliere, ma anche ai problemi di capacità che si stanno evidenziando da altre parti, soprattutto con la Galleria del Gottardo, e anche credo l'Italia con i suoi problemi non favorisce il passaggio di questi convogli. Grazie consigliere di Stato. Sì, prego, scusi.
Vorrei fare una domanda, Gaia Castelli, Radio Ticino, vorrei fare una domanda al signor Ducroix, la posso fare in italiano? Allora, vista la critica situazione vissuta durante il lockdown da parte di FFS, la preoccupazione principale di tutti i cittadini è quella, rischiamo di vivere un nuovo aumento dei prezzi per quanto riguarda i treni? Non, donc ça, je peux vous rassurer, il n'y a pas d'augmentation de prix aujourd'hui qui est prévue pour les clients. Ce n'est pas une décision des CFF. Je crois qu'il y a quelque chose qui a souvent de la peine à passer. Le système tarifaire est un système national et la décision d'augmentation des prix, elle se prend entre 9 entreprises qui sont représentées. Les CFF n'ont qu'une voix. Et il faut toujours une majorité. Donc aujourd'hui, on a très clairement dit qu'il n'y avait pas d'augmentation des prix et qu'on allait continuer à développer le système. On doit plutôt aujourd'hui regagner la confiance des clients. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle pour la clientèle. Sì. Scusate, Melchionda, televisione svizzera, lingua italiana. Una specificazione che sia Ducroix o Claudio Zali sul tavolo di lavoro. Chi partecipa? Nel senso che ha nominato le due parti, volevo capire se ci sono anche rappresentanti del Mendrisiotto e che termine temporale si dà per arrivare a delle conclusioni. Grazie. Tavolo di lavoro è un tavolo di lavoro tecnico, al tavolo ci sono i rappresentanti delle FFS, rappresentanti del cantone e dell'Ufficio federale dei trasporti. Questi sono gli interlocutori che vanno a discutere il problema non solo del Mendrisiotto ma anche altri problemi che riguardano la lunga percorrenza. Grazie direttrice, sì. Quindi il 31 agosto abbiamo l'incontro di apertura di questo tavolo e si faranno naturalmente delle valutazioni da qui e anche con l'inserimento delle nuove offerte, perché anche quello è importante, analizzare anche il flusso dei viaggiatori da qui a dicembre con l'apertura della parziale di quello che è il metro Ticino, poi dal 5 di aprile, quindi non sono tempi stretti, abbiamo il tempo anche perché, come ha detto il CEO Ducroix, come ha già ribadito anche il consigliere di Stato Zali, abbiamo delle limitazioni tecniche che non si risolvono dall'oggi al domani, ma l'importante è avere del materiale su cui lavorare. Grazie direttrice, sì, prego. Barenco, la Regione. Io volevo chiedere due precisazioni. Uno sull'orario parziale fino ad aprile, se ci sono indicazioni di massima, cosa vorrà dire, non so, una percentuale o delle offerte che è già in vigore o no. E l'altra riguardo le officine, insomma, stabilimento industriale a Castione, anche qua se ci sono c'è qualche dettaglio in più, in particolare sulla mole di lavoro, il punto che ha citato, mi sembra, Ducroix. Se si sa già qualcosa in più, insomma, ecco, grazie. Rispondere per quanto riguarda l'offerta intermedia dal 13 al 5 di aprile, quello che riguarda dal 5 di aprile in avanti, vi ricordo che c'è una conferenza stampa sull'orario che si terrà mercoledì, quindi mercoledì 26, e lì daremo tutti i dettagli, saremo pronti a rispondere a qualsiasi dettaglio, però qua non è la sede per spiegare proprio tutti questi dettagli tecnici. Comunque ci sarà veramente un buon aumento dell'offerta dal 13 di dicembre. Per quanto riguarda le officine, quello che è ribadito nella LOI che abbiamo firmato in dicembre del 2017 è sempre valido, i lavori stanno andando avanti molto bene. Tutto quello che riguarda naturalmente la pianificazione del nuovo stabilimento industriale ferroviario, ma anche e soprattutto quello che riguarda la parte di trasformazione che è così importante, quindi portare le officine attuali nella nuova era del stabilimento industriale. Tutti questi lavori stanno andando avanti bene. Je rajoute un élément sur les ateliers. Il faut savoir que pour nous, ils ont une importance stratégique très importante. Ils font partie en fait des
3 blocs d'ateliers que nous avons, l'atelier d'Yverdon, l'atelier d'Olten et l'atelier que nous aurons ici au Tessin. Ces 3 ateliers doivent assurer la maintenance lourde de l'ensemble de notre parc ferroviaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, nous avons assuré la transition industrielle vers un monde plus efficace à Olten. Nous allons, deuxième étape, faire le pas ici au Tessin et nous devrons examiner les mêmes développements à Yverdon. C'est important, en fait, pour vous de bien comprendre qu'on passe finalement d'un atelier tel qu'on le connaissait il y a 80 ou 100 ans, qui a un petit peu évolué, dans un monde industriel beaucoup plus optimisé. Et on va faire ce pas-là. Et c'est pas, pour nous, c'est non seulement construire un bâtiment, le raccorder, faire une zone de dépôt, mais aussi former les gens. Il faut savoir qu'on va passer ici à beaucoup de travail sur des locomotives mécaniques, on va passer vers des trains qui sont extrêmement sophistiqués et il y a toute une formation, un développement du personnel qui va devoir être accompagné dans les prochaines années. Et ça, c'est un très gros travail que nous avons planifié de manière extrêmement sérieuse. Dès le moment où on aura une visibilité sur le projet, on va pouvoir accompagner cette transition qui a un haut caractère stratégique pour les CFF. Grazie direttore, sì, prego. Buongiorno, scusate, una domanda forse già troppo specifica per l'orario, ma qualche anno fa è stato introdotto il treno diretto da Francoforte a Milano, e un treno molto strano perché ha una asimmetria, cioè torna da Milano via Domodossola in Germania e non via il Ticino che va giù. Adesso il Ticino, altre regioni come Grigioni e Berner Oberland con l'Interlaken Est hanno ICE dalla Germania regolarmente, invece il Ticino pure come regione turistica ha solo un collegamento al giorno. Su questo ci sono prospettive che cambia qualcosa in futuro e che anche questa asimmetria verrà tolta, nel senso che torna anche dal Ticino in Germania, perché il suo predecessore diceva fra qualche anno poi si cambia, ma per intanto non è ancora successo niente. Grazie. C'est effectivement une volonté de notre part de redesservir l'Allemagne avec le Tessin. C'est quelque chose qui bute aujourd'hui sur des soucis d'infrastructure en Allemagne qui seront résolus en 2025. Donc nous sommes en train de discuter avec nos collègues allemands comment on va construire en fait les horaires à cet horizon-là. Ça, c'est quelque chose qui va se conclure par un accord qui sera discuté dans les prochains mois. Mais il y a une volonté de notre part de desservir et de relier à nouveau l'Allemagne avec la région de Tessin et de Milan et de corriger finalement cette asymétrie qui est simplement due à des questions de capacité, qui est due à des homologations de matériel roulant et à des développements des deux côtés. Aujourd'hui, on est aussi bien côté de la Deutsche Bahn avec une nouvelle génération d'ICE que du côté CFF avec l'arrivée des Giruno. On est dans une phase de transition. Dès le moment où ces deux types de matériel seront homologués, on aura beaucoup plus de possibilités pour recréer en fait des offres internationales. Et c'est un important créneau de développement pour nous. L'international, c'est quelque chose où on va mettre beaucoup de poids et je peux vous assurer que là, vous aurez des informations qui viendront dès qu'on aura pu figer ces éléments-là avec nos collègues allemands. Grazie direttore, sì, prego. Paolo Galli, Corriere del Ticino, una domanda per il direttore Ducrot. Siete preoccupati in qualche modo, sempre in tema coronavirus, siete preoccupati dal cambiamento eventuale di percezione che la popolazione, i viaggiatori possono e potranno avere nei confronti dei trasporti pubblici? C'est clair que le Covid est un élément nouveau dans le paysage pour nous. On voit aujourd'hui qu'on a une première phase où on est descendu très bas, vu qu'on avait perdu à peu près 90% des clients. On a dû conseiller aux gens de ne pas prendre les transports publics parce que c'était trop compliqué. Et puis,
On a eu après une phase de remontée lente et avec un passage, l'introduction de l'obligation des masques. Et aujourd'hui, on a à peu près récupéré 80% de la clientèle que nous avions avant le Covid. Ce qui nous manque encore aujourd'hui très fortement, c'est tout l'aspect de la clientèle internationale. On voit que les conditions se durcissent à nouveau, donc tous ces gens qui avant se déplaçaient aussi bien en train qu'en voiture d'ailleurs ne le font pas. Et ça, c'est un premier élément qui manque. Et puis le deuxième, on a quand même encore un taux de ce qu'on appelle home office qui est encore relativement important, qui réduit un peu le nombre de pendulaires. Si je regarde ma propre entreprise, on a encore la moitié des gens qui viennent pas dans les bureaux et l'autre moitié qui vient en alternance pour pouvoir en fait garder ces fameuses distances sociales. Donc c'est vrai que pour nous c'est un vrai souci parce que ça va induire des pertes financières très importantes. La bonne nouvelle c'est qu'on ne sera pas les seuls. La mauvaise nouvelle c'est que comme tout le monde on devra faire en fait les efforts pour remonter la pente sur les prochaines années. Maintenant on voit qu'on gagne approximativement 2 à 3% chaque semaine de marché supplémentaire. Donc la remontée se fait lentement. Je pense qu'elle se stabilisera autour de moins 10%, qui représentera les voyageurs internationaux qui feront plus de temps pour revenir. Voilà, ça c'est un petit peu le pronostic tel qu'on le fait. Maintenant, le reste, personne n'a l'expérience du Covid. Donc personne ne peut vous dire quel est l'effet sur la demande, est-ce qu'il y a un changement sociétal profond, comment le home office va se développer, personne ne peut répondre. Voilà. Donc aujourd'hui on prend chaque jour comme il vient et puis on travaille beaucoup sur le nettoyage, l'entretien, la désinfection, la sensibilisation au port du masque, du respect des distances sociales, que les gens se lavent bien les mains, c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis là, autant autorités politiques et publiques que CFF, voilà, on regarde et on observe les choses. Par contre, c'est clair que mon devoir en tant que CEO de l'entreprise, c'est aussi d'assurer la bonne marche financière et ça, c'est un petit peu plus délicat actuellement. Grazie. Chiedo se ci sono altre domande. Sì. Dall'altra parte. Eva Pirter, ATS. Io ho fatto un viaggio in Italia, anche in Frecciarossa e in regionale, ho visto che ci sono tanti disinfettanti per la clientela, anche nel regionale che costa 6 euro, e mi sono un po' meravigliata come mai la Svizzera ricca non ce la fa ad offrire alla clientela in treno i disinfettanti che aiutano a non trasmettere il virus. Ho letto una volta che sarebbe troppo complicato, però visto che in Italia ce la fanno, questa è la mia domanda. C'est un choix qui a été fait avec l'Office fédéral de la santé publique. Donc on a pris le parti en Suisse plutôt que les gens se procuraient le masque, les désinfectants. Et c'est aussi c'est un choix qui a été fait, qui a été retenu et que nous on met en œuvre. En l'occurrence ici, ça se fait en lien étroit avec les autorités fédérales. On voit que cela fonctionne si vous regardez les chiffres où les gens sont infectés. Il n'y a pas le train, il n'y a pas les transports publics, donc c'est que la mesure que nous prenons est suffisante. Voilà. S'il venait à y avoir une évolution, nous sommes bien sûr toujours à l'écoute. Il est clair et on le voit, on a mis à l'entrée des gares, c'est très peu utilisé. Dans toutes les gares, on a des dispensaires de produits désinfectants, on a une utilisation extrêmement faible. Dans les trains, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut garantir une chaîne d'approvisionnement qui marche, donc on est plutôt parti sur une base individuelle. C'est un choix simplement qui a été fait en accord avec les autorités. C'est un choix qu'on rediscute à intervalles réguliers. Le Covid nous apprend tous les jours de nouvelles leçons et puis on verra comment les choses vont évoluer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Grazie, direttore. Sì, ancora una domanda?
Sì, sempre per Monsieur Ducroix. Una domanda, Gaia Castelli, Radio Ticino, una domanda riferita all'inizio prossimo delle scuole, soprattutto in Ticino. Io mi riferisco tanto anche all'università. Abbiamo conoscenza del fatto che spesso i treni che portano gli studenti la domenica sera in Svizzera interna sono super affollati, e mi riferisco anche al periodo della scuola semplice, tipo liceo, eccetera, eccetera. Si prenderanno delle misure speciali per queste situazioni di sovraffollamento o no? Grazie. Nous, en termes de mesures, nous appliquons toujours, et c'est très important de le voir, les mesures officielles décidées par les autorités politiques, que ce soit au niveau national ou cantonal. Nous n'avons pas la compétence de prendre des mesures qui vont au-delà de ce qui a été décidé. Donc si un canton oblige les enfants à partir de tel âge à mettre le masque, on appliquera. Si un canton dit dans la gare on doit avoir le masque, on appliquera. C'est le cas dans certains endroits. On voit aujourd'hui que le canton de Vaud oblige par exemple les masques dans les lieux publics, donc il y a des normes un peu plus difficiles. Et puis d'autres cantons sont encore très très loin. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de décisions qui sont prises tant au niveau de la Confédération qu'au niveau des cantons. Nous n'allons pas prendre de mesures particulières. C'est aux autorités cantonales, nous collaborons avec elles de décider quelles sont les mesures les plus adéquates. E se questo vuol dire gentilmente rimbalzare la domanda su di me? No, scherzo. In realtà, se pensiamo al sovraffollamento non solo legato alle scuole, ma in generale di tiro negli orari di punta, che evidentemente è un tema più delicato in questo periodo, ebbene nessuno ha soluzioni magiche nell'immediato, nel senso che si è legati alle tracce, in particolare alla possibilità quindi di far circolare un certo numero di treni entro determinate fasce orarie. È un problema che verrà risolto con l'aumento di capacità che sarà dato da convogli più lunghi. Non a caso vengono attrezzate, anzi FFS stanno attrezzando tutte le stazioni per far circolare convogli in doppia composizione, all'aumento delle cadenze ai treni, ai vagoni a 2 piani. Quindi ci sarà un aumento progressivo della capacità nel corso dei prossimi anni, che permetterà di quantomeno alleviare queste situazioni di imbuto che si creano negli orari di punta. Per il resto, evidentemente, è sempre stato detto che non si può assicurare un posto a sedere a tutti in orario di punta su tutti i treni della Svizzera, quindi non solo in Ticino. Abbiamo raggiunto anche ad esempio un'eccellenza con la SUPSI a Mendrisio, c'è questa convenzione che ci permette di fare le entrate scaglionate degli allievi in modo che non entrino tutte alle 8:15 di mattina, anche nelle uscite, in modo da equilibrare questi momenti di punta, e questo dovrebbe essere un esempio per tanti altri, non solo per le scuole ma anche e credo che Covid sia insegnato qualcosa, è proprio questo, le entrate scaglionate anche nelle ditte eccetera, in modo che si abbia un equilibrio di frequenze anche sui treni, non tutti questi orari di punta alle 7 di mattina, alle 8 eccetera eccetera. Quindi questa è una cosa, un'eccellenza con la SUPSI di Mendrisio che abbiamo raggiunto questa convenzione. Grazie ai nostri relatori, ringraziamo anche i giornalisti che hanno partecipato a questa conferenza stampa, ringraziamo chi ci ha seguito e auguriamo a tutti una buona serata.